Salut à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on est en live sur YouTube et on va un peu regarder ce qu'on a fait pour l'actualité du Japon dans ce début d'année, puisque le début d'année au Japon était chargé au niveau des news. On va commencer par une news que j'ai vue aujourd'hui et franchement qui m'a assez étonné. Voilà, vous savez que moi le Japon, j'adore le Japon, je poste souvent sur mon Twitter plein de choses cool sur le Japon, mais aussi le côté un peu sombre du Japon. Et là, ça en fait partie. Il y avait une news de la NHK qui disait qu'en fait, la police fait des patrouilles de prévention dans le métro. Donc là, c'était à Nagoya hier. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est les examens pour l'entrée aux universités. Et du coup, en fait, les frotteurs du métro et les agresseurs sexuels du métro, bah, ils en profitent pour faire des attouchements parce que, en fait, ils se disent que les victimes, ils iront pas signaler un attouchement de peur d'être en retard pour leur examen. C'est un truc assez dingue. Ici, il y a même, en fait, sur Twitter, ils ont posté un truc genre voilà, Chikan Chance Day. C'est le jour de chance des Chikan. Donc les Chikan, c'est tout ce qui est frotteurs qui font les attouchements dans le métro, etc. Donc il y a eu des messages en fait sur les SNS, donc principalement sur Twitter, puisque c'est ça qu'ils utilisent au Japon, c'est Twitter, qui disaient en fait allez-y, tous les frotteurs, tous les agresseurs, si vous voulez aujourd'hui en profiter, parce que c'est comme c'est les examens des entrées à l'université, bah vas-y, c'est porte ouverte, journée porte ouverte pour les chicanes, quoi. C'est assez hallucinant de voir que les mecs ils postent ce genre de messages sur Twitter et surtout qu'ils aient l'audace d'en profiter comme ça. C'est Il y a aussi des applis qui ont été déployées par la police qui s'appellent, alors c'est ça, c'est des applis Digipolice, voilà. Digipolice qui en fait permet d'afficher grâce à cette appli sur son portable je suis en train de me faire d'un simple bouton, je suis en train de me faire de subir un attouchement ou je me suis en train de me faire agresser sexuellement et ça l'affiche en fait sur le portable qu'elle peut montrer sans rien dire, ça ne fait pas de son, qu'elle peut le montrer aux gens qui sont autour d'elle pour qu'ils puissent l'aider. Et il y a aussi cette même appli, si on peut le souhaiter, ça fait aussi une espèce d'alarme qui peut, si la personne clique dessus, la victime clique dessus, bah ça peut alerter les personnes autour. Donc ça c'est assez cool, je pense. Cet article dit qu'ils ont quand même installé maintenant des caméras dans quasiment tous les trains, hein. La police dit que même si durant l'attouchement ou dans les instants qui suivent l'attouchement, même si les victimes ne vont pas porter plainte, qu'elles aillent quand même porter plainte après parce que grâce aux caméras, ils pourront peut-être retrouver les chicanes, donc ces frotteurs, ces agresseurs sexuels du métro, quoi. C'est assez terrible quand même de se dire qu'au Japon, c'est monnaie courante et qu'il y a quasiment toutes les personnes que je connais, toutes mes amies femmes japonaises que je connais, qui ont été au moins une fois dans leur vie attouchées sexuellement dans le métro ou frottées dans le métro. C'est assez terrible, ouais. Et ensuite, j'avais cette vidéo que j'aimais bien de Toshibo. Alors Toshibo sur Twitter, si vous voulez le suivre, JP. Et en fait, il poste souvent des lieux abandonnés, il fait de l'urbex beaucoup au Japon. Donc c'est super intéressant ce qu'il fait. Ça ressemble beaucoup à un château, mais c'est pas un château. Il a fait un tweet dessus parce que moi j'étais assez curieux de cette vidéo. Et en fait, ben, ce qu'on voit là, c'est un hôtel. Donc aujourd'hui, c'est un hôtel abandonné complètement. Et non seulement il est abandonné, mais en plus, ce qu'il dit dans le tweet, c'est qu'il a été mis en vente sur Yahoo Auction. Donc Yahoo Auction, c'est un peu le eBay, mais au Japon, hein. Il a été mis en vente pour 145 millions d'yens, ce qui fait à peu près 915 000 euros. Donc moins d'1 million d'euros, mais il a toujours pas été vendu. Donc c'est un hôtel qui se trouve à Ehime, dans la préfecture d'Ehime. Donc c'est probablement que l'hôtel coûtait trop cher à entretenir parce que ça c'est quand même balèze comme et puis c'est pas commun comme structure quand même, hein. C'est une structure qui est assez bizarre comme ça. Donc ouais, probablement qu'il coûtait trop cher à entretenir. Donc il est en vente, hein, si vous avez 1 million d'euros, 915 000 euros,
bah, vous pouvez acheter cet hôtel à Aimé. On va passer à ce qui a fait le gros de l'actualité, hein, 1er janvier, c'est le fameux séisme de la péninsule de Noto. Donc il y a actuellement, le séisme a fait 220 morts et 1114 personnes gravement blessées. Donc c'est quand même un bilan qui est assez énorme. Il y a toujours 26 personnes portées disparues. Alors attention parce que les personnes portées disparues, comme ils le disent ici, en fait c'est des personnes dont on n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire que ça peut inclure parfois des gens qui ont pu par exemple déménager et ils n'ont pas donné, ils n'ont pas signifié leur déménagement par exemple à la mairie et du coup ben, ils sont toujours en train de les rechercher par exemple. Mais voilà, ça peut être des personnes qui sont sous des décombres et malheureusement aujourd'hui, maintenant on est 13 jours après le séisme, donc je pense qu'on retrouvera plus aujourd'hui hein, malheureusement de survivants. Toujours pour rester dans les chiffres du séisme, il y a quand même 27 797 évacués. Leurs maisons ont été détruites ou des choses comme ça et qui sont répartis dans 402 centres d'évacuation mis en place dans les villes de la préfecture. Et d'autres chiffres encore assez inquiétants, hein. Il y a encore 55 500 foyers dont l'eau a été coupée. Vivre sans eau, c'est très difficile. Et puis, ça veut dire aussi pas d'eau pour les toilettes, pas d'eau pour se laver. Et un autre chiffre important, c'est celui-là, 10 800 foyers privés d'électricité. Quand on sait comment il fait froid aujourd'hui au Japon en ce moment, et surtout à Noto, il neige hein, depuis maintenant quelques jours. D'ailleurs, la neige qui a ralenti très fortement les secours, ben c'est quand même des situations qui sont très difficiles. Que le séisme de Noto, en termes de pertes humaines directes, bah, c'est la plus importante au Japon depuis celle du 11 mars 2011. Hein. Donc le fameux séisme qui avait fait générer un tsunami. Donc il y a le Mainichi a publié une vidéo du tsunami ici où on peut voir donc un rescapé et heureusement que quand il partait avec sa voiture, il a aperçu sa voisine et qu'il l'a embarqué avec lui. Voilà, donc là, on voit sa voisine qu'il l'a aperçu et qu'il l'a embarqué avec lui dans la voiture parce que le tsunami, en fait, euh, parfois, moi, j'ai eu des gens quand j'ai posté des infos sur les tremblements de terre. Il y a eu un tremblement de terre, voilà, X de 6 de magnitude. Et ça peut provoquer un tsunami de 30 cm ou de 1 mètre. Et il y a des gens qui rigolent. Ah, 30 cm, 10 cm. Le problème, c'est qu'en fait, un tsunami, ce n'est pas juste une vague. Et là, on va le voir hein, sur les images. Un tsunami, c'est une puissance où, en fait, on ne peut pas rester debout. Même 30 cm, ça nous, la déferlante de la vague emporte tout sur son passage. Non seulement ça, mais en plus, ce n'est pas une simple vague parce que ça, tous les débris de glace, tout ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, là on le voit, hein, le tsunami qui arrive, tout ce qu'il y a à l'intérieur, bah ça nous détruit, voilà, tous les débris, hein, le bois, tout ça, le verre, ben ça fait que bah si ça te fauche les jambes, bah ça te blesse complètement. Le tsunami, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, même de 10 cm. Quand on est près des côtes, il faut vraiment évacuer, quoi. Même une toute petite vague avec la puissance d'un tsunami, bah tout de suite, hein. Voilà, la vague, elle est toute petite, hein, elle fait 10, 30 cm, boum. Le mec, il tient pas debout. Parce que, ouais, c'est vraiment très puissant. Il faut rajouter à ça tous les débris qui s'incrustent dedans, effectivement, quoi. Le Premier ministre Kishida, beaucoup ont critiqué sa gestion de la catastrophe par le gouvernement, notamment en ce qui concerne deux aspects, c'est le nombre de forces d'autodéfense déployées dans la région et l'aide financière apportée aux personnes évacuées. Les trois gros tremblements de terre hein, qu'il y a eu, qui ont fait vraiment beaucoup de victimes. Alors il y en avait eu un à Osaka aussi, il n'y a pas si longtemps, en 2018 ou 2019, je me souviens plus. Mais vraiment ceux qui ont fait le plus de victimes, donc c'était 2011. Hein, ensuite, il y avait eu en 2016 celui de Kumamoto.
Et puis là, il y a celui de Noto, hein. Celui de Kumamoto, c'était à peu près la même magnitude, hein. Et à l'époque, c'était Shinzo Abe, hein, qui était Premier ministre. Et il avait envoyé 15 000 soldats au cours des 2 premiers jours, jusqu'à envoyer au pic, à son apogée, 26 000 membres des forces japonaises d'autodéfense. Et cette fois-ci, hein, pour faire une comparaison, le gouvernement a envoyé un premier groupe de 1000 seulement, hein, 1000 membres des forces d'autodéfense dans la région, avant de le porter à 2000, 4600, et là, mardi, ça a atteint 6300 personnes. Donc 6300 personnes, là, mardi, donc ça fait quand même plus de 10 jours après le séisme, c'est quand même moins que les 15 000 que Abe a envoyé tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit pour sa défense? Alors, le problème de la péninsule, hein, de Noto, comme on l'appelle, c'est que c'est très difficile d'accès géographiquement. Surtout qu'il y a des conditions météorologiques qui étaient largement défavorables, hein. Il y a eu de la pluie, il y a eu de la neige récemment. Ça a constitué un défi de taille pour les opérations dès le premier jour. Et comme le tremblement de terre a perturbé l'accès terrestre, hein, à la péninsule, ça s'est retrouvé un peu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est devenu une île en fait, parce que c'était complètement hors d'accès. L'aéroport était hors service. Ils ont pu poser un hélicoptère seulement il y a quelques jours. Là, je crois qu'il y a 2 jours. Et pendant des jours, il y a aussi les navires qui ont complètement chaviré, et ça a rendu. En fait, même les navires ne pouvaient pas s'y rendre. Donc en fait, c'était complètement hors d'accès. Et c'est ça qui est vraiment qui a posé vraiment de problèmes pour les secours. Et c'est pour ça que les secours ont mis vraiment beaucoup de temps à arriver là-bas, quoi. Il y a d'ailleurs un très bon article du Japan Times. Là, c'est la ville de Wajima. La ville de Wajima, le problème, en plus, on dit que le Japon est très préparé au niveau sismique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est à Tokyo, par exemple. À Tokyo, dans les grandes villes où il y a des grands bâtiments, des grands immeubles, donc au fur et à mesure, on détruit des vieux immeubles et on refait des bâtiments aux normes sismiques, hein. Mais là, dans les zones rurales, hein, comme c'est le cas à Wajima par exemple, où c'était vraiment des maisons en bois, des choses comme ça. Déjà, les maisons en bois, le problème c'est que déjà on se chauffe au gaz, hein, on se chauffe avec du fuel ou des choses comme ça. Et quand il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le feu et ça s'est propagé à une vitesse mais vraiment incroyable, et tout a cramé, hein. Donc aujourd'hui, on voit à Wajima, il reste plus rien. C'est tout a cramé. Il y a même le musée de Gonagai qui a complètement disparu, hein. Il n'y a plus rien. Voilà, on peut voir quelques photos, hein, des maisons complètement effondrées avec les pompiers qui ont fait des recherches. Et donc là, comme il le raconte, le séisme a déclenché un incendie à grande échelle qui a ravagé plus de 200 structures sur le marché populaire, des magasins, des maisons. Et aujourd'hui, il n'y avait plus que des restes calcinés avec la neige qui tombait, et la police qui inspectait le site. Et là, comme on peut le voir, hein, les routes sont vraiment complètement éclatées, ce qui rend les choses très dangereuses parce qu'il peut y avoir des effondrements de terrain, des liquéfaction des sols. Et donc là, ils disent, hein, pour se rendre à Wajima, ils sont partis d'abord de Akui, donc une ville à mi-hauteur de la péninsule de Noto. Ensuite, ils sont allés avec des convois de pompiers et des forces d'autodéfense. Et il y avait une seule route, hein, praticable, disponible pour effectuer les approches vers Wajima. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une grosse polémique, hein, autour de personnes, notamment des youtubeurs qui sont allés là-bas et qui se sont filmés. Et eux, ils ont fait ça pour les vues, hein, on va pas se mentir, parce que même si on peut se dire ah ouais mais c'est cool, au moins même s'ils aident 2-3 personnes, ils aident des personnes. Ouais, mais là comme on le voit, il y a qu'une route qui est principale. Donc ça veut dire que en fait, ils bloquent dans les embouteillages, ils bloquent ceux qui ont des gros camions et qui vont vraiment impacter beaucoup plus de personnes que 2-3 personnes, que les youtubeurs qui se filment en train de donner quelques ressources et quelques repas aux sinistrés, quoi. Donc ça fait plus de mal que de bien.
Donc il y a aussi un gros débat là-dessus sur les réseaux sociaux. Non seulement il y a les youtubeurs, mais aussi il y a eu le cas pour des hommes politiques. Il y a Yamamoto Taro, un homme politique qui est du parti du Reiwa Shinsengumi, qui est un parti d'extrême gauche, qui lui, dès je crois, le troisième jour du séisme, il s'est rendu là-bas pour justement aider les sinistrés, pour leur fournir aussi de la nourriture, etc. Et qui a été aussi pas mal, qu'on lui a pas mal reproché d'y être allé. Donc ouais, ça a été aussi un gros débat. Il y a des sections de la route qui se sont totalement effondrées, d'autres qui ont été envahies par les glissements de terrain, qui nécessitent une circulation à sens unique ou des détours par des rues étroites. À un moment, il y a même une voiture qui a été engloutie par un tronçon de route arraché. Donc voilà, conduire, ça signifie le prendre extrêmement lentement et rechercher les crevasses de taille pour juger quelle partie de la chaussée était la plus sûre. Donc là, on voit les dégâts, hein, voilà la voiture qui s'est fait complètement engloutir. Il y a eu quelqu'un qui a posté sur Twitter, même à vélo, en pleine ville, bah c'est pas facile, et il dit voilà, je suis obligé de faire ça parce que il a été acheté, donc comme on le voit là, des bouteilles parce que il dit que toute sa famille en fait a la grippe. C'est le seul qui est en état de bouger, et donc pour s'hydrater, il a été chercher donc des boissons au combini ou je sais pas où il pouvait, pour pouvoir les ramener à sa famille. Mais on voit déjà à vélo c'est dangereux et difficile de circuler. Et donc et voilà, comme je le disais, il y a des personnes qui sont privées d'eau, donc de nombreux habitants ont pu rester chez eux, donc qui n'ont pas été dans les refuges, mais qui n'ont pas d'eau courante, donc là aussi ils sont obligés de se réapprovisionner en eau courante. C'est des vraies catastrophes humaines, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des proches, il y a des gens qui ont perdu toute leur vie, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu as perdu ta maison, tu vas pas reconstruire, surtout quand tu as 82 ans, quand tu as quand tu n'as pas de travail, et quand on sait que les retraites japonaises aujourd'hui sont vraiment ridicules, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de 65 ans, plus de 70 ans, qui continuent à travailler au Japon parce que leur retraite ne leur suffit pas, quoi. Il y a un autre problème aussi dans un autre article que j'ai lu qui était intéressant à propos du séisme. Des gens qui ne peuvent pas rentrer dans les refuges parce qu'ils n'acceptent pas les animaux. Parce que les animaux, ça fait partie aussi de la famille, donc ils sont obligés de rester soit dans le hall des écoles, par exemple, quand les refuges se trouvent dans les écoles. Parmi les raisons, ce qu'ils disaient, alors c'était par rapport aux allergies, parce qu'il y a des gens dans les refuges qui sont probablement allergiques. Il y a le côté sombre des séismes. Il y a eu beaucoup de pillages. C'est pas propre au Japon. Et c'est comme partout, en fait. Dès qu'il y a des catastrophes de cette ampleur, ça réveille en certains les instincts bestiaux. Et ça aussi, ça attire tous les vautours. T'as un étudiant de 21 ans qui a été arrêté pour avoir volé des choses dans une maison endommagée par le tremblement de terre à Wajima. Lui, il se faisait passer pour un bénévole venu d'Aichi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de pillages. Il y a la police de Toyama qui a mis en garde contre les escroqueries, parce qu'il y a aussi beaucoup d'escroqueries par rapport au séisme. Par exemple, il y a des hommes qui se sont fait passer pour des entrepreneurs en construction. Et ils ont insisté pour inspecter les dégâts causés par le tremblement de terre. Et comme ça, pendant qu'ils inspectaient les dégâts, ils volaient les biens des personnes âgées, parce que c'est surtout des personnes âgées qui vivent dans les milieux ruraux au Japon. T'as eu aussi des mails par des escrocs qui se faisaient passer par mail pour le gouvernement japonais en proposant des fausses offres d'aide financière aux victimes du séisme. Et il y a eu aussi le fameux cas des réparations gratuites, donc des habitants qui se sont vus proposer des réparations gratuites pour des tuiles endommagées pour le tremblement de terre. Et au final, la personne répare et ils lui font un devis, il lui dit non, faut payer, et beaucoup plus
que normalement, ce qu'ils auraient dû payer normalement. La police de Toyama, du coup, elle a renforcé ses patrouilles après avoir reçu des informations que des escrocs faisaient semblant d'être envoyés par le gouvernement pour fournir des draps bleus, donc les espèces de bâches qu'on peut voir ici, là, dans cette vidéo-là. Donc voilà, Blue Sheet, ils vendaient les fameuses Blue Sheet 120 000 yens. 120 000 yens, ça fait 755 euros. Ça, on peut l'acheter au Yakuen Shop, ça coûte rien. Ça, au pire des cas, on peut l'acheter, je sais pas, si on l'achète dans un magasin normal, ça coûte 300-500 yens. On s'en sert par exemple en été pour pique-niquer. En fait, souvent, les Japonais, pour pas salir, ce qu'ils font, c'est que dans les parcs, quand ils vont pique-niquer, par exemple en été, ils mettent des grandes bâches bleues et comme ça, ils mangent dessus, etc. Et après, c'est plus facile pour remballer. Hop, ils remballent la bâche bleue. Et ça sert pour beaucoup de choses, ces bâches bleues au Japon. Ça sert pour aussi la police, quand ils veulent exposer les pièces à conviction, ils les exposent toujours sur des bâches bleues. Et entre autres, là, ils proposaient donc des bâches bleues. Donc ils disaient, ok, on va vous mettre une bâche bleue sur vos tuiles, comme ça votre maison, la neige ou la pluie ou le froid ne va pas rentrer dedans. Et puis une fois qu'ils le faisaient, ils se disent, maintenant on l'a fait, vous allez nous payer 120 000 yens. Donc après avoir accepté l'offre sur le toit endommagé par le tremblement de terre, il y a certaines personnes qui se sont fait arnaquer comme ça. La dernière mode que les escrocs ont trouvé, c'est qu'ils se sont fait passer pour des personnes, donc des forces d'autodéfense, pour commettre des délits. Comme ça, ils viennent, ils se sont déguisés comme ça en personnes des forces d'autodéfense. Et la police a confirmé comme ça qu'il y avait 17 crimes qui se sont passés après le séisme dans la péninsule de Noto, où il y a des gens comme ça qui ont pu cambrioler des maisons vides en faisant semblant de rechercher des survivants. Et donc les forces d'autodéfense ont dû réagir à l'information en disant que il y a des faux membres des forces d'autodéfense dans la péninsule de Noto, et en avertissant bien le public que leurs soldats ils portent un écusson spécial d'aide aux victimes du tremblement de terre et qu'ils opèrent surtout toujours en unité, jamais seuls. Donc voilà pour un peu tout ce qui s'est passé autour du séisme. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On va passer à Hitoshi Matsumoto. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Hitoshi Matsumoto, c'est vraiment le comique le plus influent. Alors il y a eu Kitano, c'est vrai, Takeshi Kitano, mais qui est un peu moins influent ces dernières années. Mais Matsumoto et le duo Danton qui forment avec Hamada, c'est vraiment, il est à la télé depuis 40 ans, je crois, depuis les années 80. Quasiment tous les soirs, il a des tonnes d'émissions, il est producteur, il est acteur, il est... à l'époque, il a commencé en faisant du manzai, donc c'est duo de comiques. Il a fait aussi les réalisateurs, il a fait des films. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est que il a fait l'objet d'allégations d'agression sexuelle. Et il a dû interrompre toutes ses apparitions à la télévision pour l'instant. Il a dû mettre sa carrière en pause. Et il était aussi ambassadeur de la fameuse Expo 2025 d'Osaka. Et ça aussi, il a dû mettre ça en pause. Donc bien sûr, Matsumoto, il a démenti. Et son agence Yoshimoto Kyogo a démenti aussi toutes les allégations. Il a même menacé d'attaquer le fameux Bunshun, le fameux journal qui sort tous les scandales au Japon. C'était eux déjà qui avaient sorti il y a des années le scandale des Johnnies. Johnny Kitagawa les avait attaqués en justice et il avait perdu. Donc non, le Bunshun, c'est vraiment un journal en général qui se blinde juridiquement. C'est les procédures bâillons, comme ils veulent faire là, l'agence de Matsumoto, Yoshimoto Kyogo. En général, ça marche pas avec eux. Ils sont un peu comme Mediapart. Ils sortent d'abord un premier truc et derrière ils ont une deuxième cartouche. Boum. Parce que en fait, Yoshimoto Kyogo, c'est quand même la plus grande et influente agence de divertissement au Japon. Il y avait déjà eu des scandales en 2019 avec 11 comiques, dont notamment Hiroyuki Miyasako. Donc voilà, là c'était à l'époque du scandale en 2019, juillet 2019. Il a été suspendu parce que il a reçu de l'argent
Et alors ils appellent ça anti-social group, c'est des yakuza. Hein. Faut dire les mots, c'est des yakuza. Et donc oui, ils ont fait des. Bah, de toute façon, il y a des liens. Hein. Même Kitano, hein, il a des liens avec les yakuza. Sauf que là, ils ont participé à des fêtes avec des yakuza et ils ont reçu de l'argent de yakuza. Et ça a fait un gros scandale. Il y a eu 11 comme ça comiques, dont 2 très très gros. Hein. Il y a eu lui, il y en a eu un autre qui ont été suspendus. Et suite à ça, donc ça a été un des scandales en 2019 hein, que moi je me souviens très bien de ça, hein, puisque justement lui, il apparaissait dans Yakuza 6 à l'époque. Et donc oui, comme je disais, on a l'impression que les gens, suite à l'affaire Johnny Kitagawa, les grands médias, ils disaient ah ben on regrette de ne pas en avoir parlé à l'époque, c'était tout le monde le savait mais personne n'en parlait. Et il se passe la même chose avec Matsumoto, c'est-à-dire que les médias n'en parlent pas. Donc ça c'est la page Wikipédia de Yoshimoto. Et donc si on regarde, il y a un petit truc qui est, est assez, enfin qui surprend pas finalement. Hein. C'est qu'on regarde en fait, ils sont actionnaires. Ils sont actionnaires dans des chaînes de télévision, dans les plus grosses chaînes de télévision. Donc si on regarde par exemple Fuji, donc Fuji TV, ils sont actionnaires à 12%. Et donc c'est le plus gros actionnaire de Fuji TV. Nippon TV qui récemment a racheté le studio Ghibli, actionnaire à 8%. TBS, actionnaire à 8%. Asahi TV, actionnaire à 8%. Donc voilà, rien que si on regarde là ces grosses chaînes de TV, ils sont actionnaires à 12%, 8%, 8%, 8%. Donc évidemment que ces télévisions, à mon avis, Yoshimoto, l'agence, ont dit vous ne parlez pas de Matsumoto. Même NHK, on a lu que NHK, en fait, ils savaient en interne, ils étaient au courant de toutes ces histoires, mais ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Et en fait, on a l'impression que voilà, tout ce qui s'est passé avec Johnny Kitagawa, tout ce scandale, bah en fait, les médias ont rien appris et qu'on est toujours au même point. C'est assez triste, hein, parce que t'as quasiment personne qui a parlé du coup des allégations d'agression sexuelle de Matsumoto. Et donc, quelles sont ces allégations? Donc, je vais vous dire un peu le Bunshun, donc qui est alors ce qu'on appelle un tabloïd à l'étranger, mais c'est plutôt un magazine d'investigation, on va dire ça comme ça. Donc, le Bunshun a d'abord sorti l'article sur un paywall, mais ensuite il l'a rendu accessible. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans l'article, hein, donc le comédien Kazuhiro Ozawa a invité Madame B, donc elle est restée anonyme hein, évidemment, à venir à une fête hein, dans une suite d'hôtels, en insistant sur le fait qu'elle devait se dérouler dans un lieu privé parce qu'il y avait des VIP qui y participeraient. Donc, la fameuse Madame B, elle refuse à plusieurs reprises les invitations, mais Ozawa se montre persévérant. Donc il recommence, il revient à la charge. Elle finit par accepter l'invitation. Et donc elle se retrouve dans une fête avec d'autres femmes invitées. Et comme elle, hein, elles sont jeunes et elles travaillent dans l'industrie du spectacle. Comme par hasard. Parmi les invités, il y a Matsumoto, il y a Ozawa, il y a un scénariste dont on ne connaît pas le nom, et une célébrité masculine de premier plan. Quand même. Hein. Donc il y avait quand même du beau monde. Alors, selon Madame B, donc il y a Ozawa qui l'a invité, hein, qui a un peu fait le scout hein, pour Matsumoto. Il a récupéré les téléphones portables de toutes les femmes présentes parce qu'ils constituaient une distraction. Donc déjà, ça les empêche hein, de prendre des photos, des vidéos ou une quelconque preuve. Et puis, ils ont joué à un jeu. Donc, elle dit, hein, je cite, « À tour de rôle, allons dans la chambre pour parler seul à seul avec Monsieur Matsumoto, avec Matsumoto-san, 20 minutes chacun. Et les autres s'amuseront en attendant cette pièce. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Madame B, elle dit qu'en fait, quand elle est rentrée dans la chambre de Matsumoto, celui-ci s'est déshabillé et a essayé de lui faire des actes sexuels dans le lit, en lui disant la fameuse phrase d'accroche qui a fait la phrase d'article du Bunshun, « Je veux que tu aies mon enfant ». Donc c'est Matsumoto qui lui a dit ça. Le Bunshun qui écrit dans son article « La lutte sur le lit a duré plusieurs minutes, hein, donc elle s'est sentie brisée lorsque sa poitrine a été caressée. Puis ensuite, elle a pu partir
et une autre femme l'a remplacé dans la chambre avec un regard qui était tendu. Donc voilà, on s'imagine un peu le genre de fête que c'était. Dans la deuxième partie de l'article, Madame B déclare qu'on lui a demandé à plusieurs reprises de rencontrer à nouveau Ozawa et Matsumoto, mais elle a refusé. En fait, elle dit que maintenant elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'elle s'est sentie traumatisée chaque fois qu'elle a vu Matsumoto à la télévision et sur les panneaux d'affichage un peu partout, parce que il est tellement populaire qu'on le voit partout. C'est difficile d'y échapper. Matsumoto, il est partout à la télé. Et l'article indique aussi que en fait, les jeunes humoristes comme Ozawa, ils s'attirent les faveurs de Matsumoto en lui amenant des jeunes femmes qui aspirent à entrer dans l'industrie du spectacle. En fait, c'est un peu comme une sorte de bizutage, de pistonnage. Et du coup, il est difficile pour elles de refuser catégoriquement parce que, en fait, si elles refusent, elles sont cataloguées, elles sont considérées comme sans valeur, et elles sont mises à l'écart. Et ces gens-là, ils sont tellement influents qu'ils peuvent arrêter ou faire des carrières très facilement, quoi. Donc voilà où on en est. Et le Bunshun a sorti une deuxième partie de l'article, alors qui est toujours sur paywall, je crois. Mais voilà, c'est des pratiques qui perdurent et c'est des pratiques dans le showbiz. Je pense que c'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire tout le monde le sait, comme c'était le cas avec Johnny Kitagawa. Johnny Kitagawa, tout le monde le savait, mais personne n'a rien dit. Même si c'est que le Bunshun, on en parle quand même sur Internet, ça buzz quand même. Il y a eu des messages qui ont été leakés, des SMS sur Line qui ont été leakés de Matsumoto. Ça a fait quand même le buzz, comme ça avait fait le buzz à l'époque de Johnny Kitagawa. Johnny Kitagawa, tout le monde en parlait sur Twitter. Mais tout le monde parlait que de ça. Sur Twitter, au boulot, tous mes collègues et tout, on parlait que de ça. Partout, tout le monde à la machine à café, etc. Mais les médias, c'était silence radio. Et là, c'est un peu pareil. Donc, on verra si ça perce l'abcès et si ça fasse autre chose, quoi. Voilà. Donc voilà pour Hitoshi Matsumoto. On va passer au fameux Johnny Somali parce que ça y est, c'est fini. Johnny Somali, le 10 janvier, il est passé devant un juge à Osaka et il a été reconnu coupable d'entrave à l'activité d'une entreprise. Donc, pourquoi il a pris une amende de 200 000 yens, donc ce qui correspond à 1265 €, c'est parce que il a été dans un restaurant, donc je crois que c'était un Yoshinoya de souvenir, et il a joué de la musique très très fort sans l'arrêter, et ce qui a perturbé l'activité commerciale du restaurant, et donc il a dû payer une amende de 1265 €. Enfin, payer, c'est vite dit. En fait, ce que j'ai lu dans un autre article, c'est qu'il a une réduction de son amende de 5 000 yens par jour passé en détention provisoire. Donc ça couvre largement son amende de 200 000 yens. Donc en fait, il payera rien. Ça, malheureusement, ceux qui s'étaient un peu enjaillés sur le fait qu'il va payer une amende et que cette amende c'était pas assez, en fait, il payera rien. Il payera rien parce que le nombre de jours qu'il a passé en prison, il a passé, je crois, 3 mois et demi en prison en attendant son procès. Donc 5 000 yens par jour. Alors, je crois que c'est pas une indemnisation. Après, c'est toujours difficile parce que tout ce jargon en japonais, tout ce jargon technique, voilà, même moi, je maîtrise pas. Enfin, faudrait demander un avocat. Mais en tout cas, il me semble pas que c'est une indemnisation. C'est-à-dire qu'il va pas toucher de l'argent, en plus qu'il ne paye pas ses 200 000 yens. Je crois que dans l'article, c'était surtout dit que, entre parenthèses, 200 000 yens, il allait avoir une réduction de 5 000 yens par jour qu'il a passé en prison. Et donc, pour reprendre un peu, Johnny Somali, c'est qui ? Johnny Somali, c'est un mec qui s'est dit j'ai envie de vivre de mon stream, donc j'ai envie de devenir un streamer IRL. Donc les streamers IRL, c'est les streamers qui filment leur quotidien. Voilà. Ils se filment, alors pas 24 heures sur 24, mais 8 heures par jour, en tout cas 4 à 8 heures par jour, en train de faire leur quotidien. Donc ils marchent dans la rue, ils vont bouffer au resto, et Johnny Somali, il a commencé à faire ça en Thaïlande. Et il a commencé sur Kik, il y avait 2 ou 3 viewers. Et les viewers prenaient pas. Donc ce qu'il a décidé de faire, il a décidé de se dire... Je vais aller au Japon. Il y aura peut-être plus de contenu au Japon qu'en Thaïlande. Il va au Japon en mai 2023, pour la première fois.
Et c'est là que se passe la fameuse vidéo qui l'a rendu célèbre et qui lui a ramené en fait beaucoup de monde. Enfin beaucoup de monde. Il était à 2-3 viewers, il est passé à, allez, on va dire 30 viewers, un truc comme ça. Et il a gagné à peu près jusqu'à 1000 abonnés sur son compte Kick. En fait déjà, Kick, c'est là où il y a tous les rebuts de Twitch, tous les mecs bannis, Ice Poseidon, Sam Pepper, tous vraiment les pires streamers qui étaient sur Twitch, qui sont tous fait bannis, ils sont tous partis sur Kick. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur Kick? En fait, ce que tu peux faire, ce que font beaucoup de streamers sur Kick, c'est qu'ils accrochent une enceinte JLB, ou alors une enceinte, d'une autre marque, mais en général c'est JLB, sur eux. Et du coup, ils se baladent toujours avec une enceinte sur eux. Et il y a un système qui s'appelle le TTS. TTS, Text to Speech. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet, en moyennant des donations, donc par exemple, je te donne, par exemple, on va dire 5 $, et je peux jouer un text to speech. Text to speech, c'est par exemple, tu écris une phrase et tu as Google avec une voix, avec une intelligence artificielle qui va la répéter dans ton speaker. Donc voilà, si tu donnes 5 $. Et si tu donnes 10 $, je dis des trucs comme ça, je crois que pour Johnny Somali, c'était 3 $ text to speech, 5 $ pour de la musique. Tu peux jouer une vidéo sur YouTube. Et c'est pour ça qu'en fait, Johnny Somali, à chaque fois quand on nous dit sur Internet, il a joué de la musique de films porno dans le métro, il a joué de la musique très fort dans le restaurant, là par exemple. En fait, c'est pas lui qui jouait de la musique. En fait, c'est des gens qui payaient des donations et qui lui ont envoyé de la musique. Et en fait, il y a un cercle vicieux par rapport à ça. Johnny Somali s'est fait énormément d'argent parce qu'il y a des haters, parce qu'il y a des gens, des Japonais, beaucoup de Japonais qui le suivaient et qui voulaient le mettre dans l'embarras, et lui jouait beaucoup sur ça en fait. Et ils lui ont fait jouer des musiques racistes, des musiques racistes, des musiques de séisme, tu vois, des musiques de son de séisme, le son que fait quand le téléphone, quand il y a un séisme. Il s'amusait à jouer ça à fond dans le métro, des musiques de films porno, pour le mettre mal à l'aise. Et lui, forcément, oui, il était un peu mal à l'aise, mais il en jouait pour que les gens, en fait, lui donnent encore plus de donations. Et c'est comme ça qu'en fait, il a fait son argent, Johnny Somali. C'est comme ça qu'il a gagné son argent. Mais attention, contrairement à ce que j'ai pu lire, Johnny Somali, c'était un petit streamer. Johnny Somali, à la fin, juste avant qu'il se fasse arrêter, il avait même pas 10 000 abonnés. 10 000 abonnés sur Kick, c'est que dalle. C'est rien. Il gagnait pas des centaines de milliers d'argent par jour. Donc, je reviens un peu au cours de l'histoire de Johnny Somali. Qu'un jour, il est dans le métro et un de ses viewers, un de ses 10 viewers lui dit, si tu dis Hiroshima, Nagasaki, on va recommencer, dans le métro, je t'offre 10 subs. Voilà. Donc comme sur Twitch, sur Kick, il y a des subs, un système de subs, qui te rapporte de l'argent. Il lui a fait, je t'offre 10 subs. Johnny Somali, il a fait OK. Et là, pendant 10-15 minutes, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, elle a énormément tourné. Il est dans le métro, il dit Hiroshima, Nagasaki, on va recommencer. Vous savez ce que vous avez fait? Moi, je suis des États-Unis. On va vous remettre la bombe sur vous, etc. Mais voilà, c'est une vidéo mais abjecte où il y a un Américain, un touriste américain d'origine coréenne qui essaye de venir parce que t'as un Japonais qui est à côté. Et plus les Japonais, ils réagissent pas parce que les Japonais, sauf si on les pousse vraiment dans les retranchements, ils réagissent pas, les Japonais, tu vois. Et là, cette vidéo a fait le buzz. Et c'est cette vidéo qui a lancé la carrière de Johnny Somali. Et après ça, pourquoi en fait les gens ont voulu voir ses streams? C'est parce qu'après, il s'est fait agresser partout où il allait. Les gens voulaient voir Johnny Somali se faire taper dessus. Ils voulaient voir Johnny Somali se faire arrêter par la police. Donc tous les Japonais regardaient ses streams et leakaient en fait ces informations, leakaient ces localisations à la police
et appelait la police en disant voilà Johnny Somali. Donc il passait des TTS en disant en japonais je m'appelle Johnny Somali, j'ai une bombe, je vais tuer le Premier ministre. Et ensuite, une fois que ce TTS, donc Johnny Somali, il comprenait pas qu'est-ce que c'est TTS en fait, qu'est-ce que ce message disait. Et du coup, les Japonais appelaient la police en disant voilà, y a un Américain qui en live a dit qu'il voulait tuer Kishida. Et tout d'un coup, la police revenait sur lui. Après, t'as les youtubeurs qui se sont Guts, Koloaki, alors eux aussi, hein, qui ont leur casserole, qui se sont fait d'ailleurs arrêter depuis, hein, tous les youtubeurs justiciers, etc., qui sont allés le voir, qui ont essayé. Et finalement, en fait, tu te rends compte que notamment Koloaki, un des pires youtubeurs japonais, celui qui se déguise en cosplay de Rengoku, lui aussi, il profitait ça pour faire des vues. Donc en fait, ils se sont filmés entre eux. Johnny Somali s'est excusé sur la vidéo de Guts, mais en fait, ils se sont fait des vues mutuellement. Donc c'est tous pourris, quoi. Hein. Et donc voilà, Johnny Somali, il a fait ça. Et finalement, en fait, à chaque fois qu'il sortait, il se faisait taper sur la gueule. Jusqu'un soir où justement, il sort à Shinjuku avec Koloaki, il est avec lui, et et d'ailleurs, on pense que c'est un coup monté de Koloaki, dès qu'il se sépare, il se fait agresser, mais salement. Très salement, parce que dans les lives d'après, il avait en fait une marque sur le cou, donc une marque qu'il a gardée très longtemps, donc il s'est fait étrangler, il s'est fait vraiment taper salement, et en fait, il pouvait plus aller nulle part sans se faire agresser, donc du coup, il a dit quoi? Il a dit, bon, le Japon, c'est chaud, je retourne en Thaïlande. D'abord, il est parti à Bali. Il est parti à Bali le 14 juin. Donc, il est resté à peu près un mois au Japon pour son premier voyage au Japon. Bali, ça l'intéressait pas. Il retourne en Thaïlande qu'il connaissait plus le 19 juin. En Thaïlande, là aussi, il refait la même chose qu'il a fait au Japon. Il rencontre un mec qui s'appelle Dirty, qui est un SDF qui est assez suspicieux, hein, il le paye pour être son garde du corps, donc il fait encore des trucs, ça buzz encore, hein, sur Twitter, et c'est comme ça qu'il fait encore, qui fait son personnage, hein, c'est un troll IRL. Et enfin, il revient au Japon le 19 juin, une première fois, alors il arrive sur Tokyo, il reste quelques jours sur Tokyo et ensuite il part sur Osaka. Et là, pareil, sur Osaka, il n'y a pas un jour sans qu'il se fasse arrêter par la police. Et finalement, en fait, la police, ils font rien. Et les gens, ça les énervait. Ils disaient, ah, mais la police, ils devraient l'arrêter, là, ils ont tout ce qu'il faut. La police, au Japon, en fait, ce que je me suis rendu compte à chaque fois que je tweetais, moi, sur Johnny Somali, c'était que les gens ont une vision, mais complètement... les gens, beaucoup, en tout cas du grand public sur Twitter, ont une vision totalement fantasmée du Japon. On me disait, mais pourquoi les Yakuza, ils font rien? Mais qu'est-ce que les Yakuza ont à voir là-dedans? Déjà, les Yakuza, c'est pas les Yakuza qu'on s'imagine, mais c'est pas les Yakuza des films. Les Yakuza, maintenant, déjà à cause des lois, de toutes les lois qu'il y a, ils sont arrêtés pour tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à foutre de Johnny Somali? Tu vois, les Yakuza, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de Johnny Somali. À chaque fois, je voyais, faut que les Yakuza, ils s'en occupent. Ah, s'ils tombent sur un Yakuza, y a pas de ça. Les Yakuza, ça a rien à voir. Les Yakuza, ils sont pas dans... Et puis surtout, ils s'attaquent pas aux civils. Voilà. Donc, la fois où Johnny Somali, la fois où Johnny Somali s'est fait prendre le coup de poing, c'était un étranger. C'était un Italien, hein, je crois, qui travaillait dans un restaurant pas loin à Osaka. D'ailleurs, c'était impressionnant comment il les a couchés, lui et Gino. Boum, boum. Les deux sont tombés par terre. Cette vidéo, elle a fait le tour du web, ça a buzzé incroyable. C'est enfin quelqu'un s'est attaqué à Johnny Somali. Et pourquoi les gens n'ont pas... Alors, et c'est pareil, quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi. Pourquoi les Japonais ne l'ont pas frappé frontalement? À chaque fois, c'était des Japonais qui le frappaient par derrière. Parce que au Japon, la violence verbale et la violence physique sont quelque chose de deux choses totalement différentes. En fait, tu peux aller, et c'est pour ça que tu vois beaucoup de bastons ou d'altercations avec des Japonais où ils sont comme ça face à face, où ils se disent blablabla, où ils s'insultent en japonais, mais ils se touchent jamais. Parce qu'en fait, le premier qui va toucher, derrière, l'autre il porte plainte, t'es arrêté,
la violence physique à la police, c'est vraiment c'est sans pitié. Au Japon, la justice ne rigole pas avec ça. Mais oui, parce que c'est pour ça que c'est un étranger qui a fait ça. Les Japonais ne peuvent pas se permettre de faire ça. Et de la même manière que Johnny Somali ne peut pas se permettre de se défendre ou de frapper un Japonais. Parce que il serait fait emprisonner direct. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose avec lesquels le Japon ne rigole pas. Donc tu peux insulter quelqu'un de tous les mots. Par contre, touche-le. Et là, j'espère, quand il y a des bagarres au Japon, surtout entre étrangers et japonais, faut espérer que l'étranger qui est impliqué dans la bagarre, même si c'est de la légitime défense, même s'il défend sa femme ou etc., il faut espérer qu'il y a un enregistrement filmé qui peut le dédouaner, qui peut montrer que la personne a agi avant. Parce qu'en général, la parole d'un japonais vaut beaucoup plus que la parole d'un étranger. Et donc voilà, Johnny Somali, finalement, il est à Osaka et il se fait arrêter tous les jours. Johnny Somali, le 21 septembre, il se fait arrêter en direct. Le mec, il filme son arrestation. Et là, par contre, ils lui lisent le mandat d'arrêt. Et du coup, là, voilà, lui, il prend ça encore à la rigolade. Mais ça, le 21 septembre, c'était le dernier jour du 21 septembre jusqu'au 10 janvier de liberté de Johnny Somali, parce qu'après, il a passé quand même du 21 septembre au 10 janvier en prison. Alors la première fois qu'il a été arrêté, c'est pas pour la chose qu'il a été condamné. Il a été arrêté pour effraction dans un chantier. Parce que à un moment donné, il était complètement torché en pleine journée. Il est rentré dans un chantier, il s'est fait dégager. Et là, comme il y a eu un accident il y a pas longtemps en plus sur un chantier où il y a quelqu'un qui s'est pris un truc sur la tête et qui est mort dans un chantier, justement, il rigolait pas avec la sécurité sur les chantiers. Et du coup, la société de chantier a porté plainte et ils ont pu l'arrêter pour ça. Et c'est pour ça qu'il s'est fait arrêter le 21 septembre 2023. Il s'est fait interroger, etc. Mais finalement, les poursuites ont été abandonnées. Parce que en fait, au Japon, il faut savoir qu'il y a 99% de condamnations quand il y a des poursuites. C'est-à-dire, il t'arrête. Si jamais il décide de poursuivre, en général, ils sont sûrs que tu vas être condamné. Donc là, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le condamner pour l'entrée par effraction sur le chantier, parce qu'il n'y avait peut-être pas de signe qui disait interdiction d'entrée, etc. Donc, ils n'étaient pas sûrs. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils l'ont réarrêté. Donc, une fois il en était à 21 jours de garde à vue, parce que au Japon, en fait, on se fait arrêter d'abord 3 jours. Pendant 3 jours, le juge peut décider s'il demande une prolongation de la garde à vue pour que les policiers puissent l'interroger plus longuement. Donc il peut demander jusqu'à 10 jours. Le procureur peut demander jusqu'à 10 jours. Le juge peut accepter ou non. S'il accepte, ça fait 10 jours. Au bout de ces 10 jours, il peut redemander 10 jours. Donc en tout, ça fait 3 jours, 10 jours, ça fait 23 jours. Au maximum. Hein. Et ça, c'est si le juge l'accepte. Le juge peut très bien dire « Non, j'estime que 10 jours ne sont pas nécessaires. Soit vous le poursuivez, soit vous le libérez. » Bon, en l'occurrence, ils l'ont gardé à peu près 21 jours. Et au bout de ces 21 jours, ils ont dit « On le réarrête. » Donc en fait, il n'a pas été libéré, il a été réarrêté donc pour entrave à l'activité d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'il a été condamné pour la deuxième fois. Et donc quand même, il a passé 3 mois et demi en prison, puisque une fois qu'ils ont décidé de le poursuivre, après, ils lui ont pas donné de caution. Déjà, je ne sais pas s'il aurait pu la payer, parce qu'encore une fois, hein, Johnny Somali, c'est pas un millionnaire. Johnny Somali, c'est un mec qui vivait au jour le jour, au mois le mois. Quand tu regardes l'hôtel qu'il a pris pour Osaka, parce que à Osaka, l'hôtel qu'il a pris a été en fait leaké, parce que les Japonais leakaient toutes ces informations. Et c'était un hôtel de merde, c'était un hôtel vraiment pourri. Donc Johnny Somali, c'est pas quelqu'un qui était riche, hein. C'était quelqu'un qui vivait au jour le jour grâce à ses revenus de stream. Mais il gagnait juste de quoi, surtout que... Alors, autant en Thaïlande ça coûte pas cher, les hôtels, etc.
Mais au Japon, quand même, la bouffe, etc., ça coûte quand même un peu plus cher. Et donc, c'était quelqu'un qui vivait au mois le mois. Il n'était pas pauvre non plus, mais c'était pas quelqu'un de riche. Aujourd'hui, je pense que s'ils avaient dit OK, on te donne une caution de 10 000 euros, il n'aurait pas pu la payer, honnêtement, hein, je pense. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, pareil, on a dit Johnny Somali, il a été banni à vie du Japon. C'est faux. Il est revenu au Japon le 17 août. Il a été arrêté le 21 septembre. Et donc, ça signifie qu'il avait un visa de touriste. Son visa de touriste s'est arrêté le 10 ou le 11 octobre, à peu près. Donc ça veut dire que là, en fait, son visa de touriste a expiré. Alors, je pense qu'il a dû s'arranger avec le juge pour acheter un billet d'avion volontairement, comme ça, qu'il n'ait pas le Japon qui n'est pas à le payer, parce que une procédure de déportation, ça coûte quand même assez cher. Donc je pense que s'il y a une vraie procédure de déportation, il sera interdit de revenir au Japon pendant 1 an. Mais là, en fait, comme il n'a pas été condamné à de la prison, il n'y a pas d'interdiction de retour sur le territoire japonais. Ce qui fait que, en théorie, après, on se doute bien que maintenant, Johnny Somali, il est tellement connu que si, dans l'année qui vient, il voudrait revenir au Japon, déjà, il devra cocher oui, j'ai commis un crime. Ça, c'est sur le document de la douane. Oui, j'ai commis un crime. Il y a une petite case dans ce pays ou un autre. Et du coup, la douane pourra lui refuser l'entrée. Il n'est pas banni à vie du Japon. Il n'est même pas banni du tout. Il n'y a pas d'histoire de bannissement. C'est juste que là, son visa a expiré, donc il va devoir quitter le Japon. Tout simplement. Donc, il y aura peut-être même pas de déportation. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, donc on sait qu'il est libre. Aujourd'hui, Johnny Somali est sorti de prison. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a des Japonais qui ont regardé son Discord et il s'est connecté sur son Discord. Donc, on sait qu'il est sorti de prison, mais il n'a pas fait de live pour donner des nouvelles. Il n'a rien dit non plus sur son Discord. On peut quand même se dire que il a appris la leçon. Enfin, j'espère qu'il a appris la leçon et qu'il va pas recommencer encore ces conneries. De toute façon, s'il recommence, ce sera pas au Japon. Je pense qu'il ne prendra pas le risque de revenir au Japon pour faire des lives parce que il va se faire pourrir sur le Twitter japonais et en plus il va se refaire arrêter. Et j'ose espérer que là déjà le fait que il n'est pas dans la foulée tout de suite là refait un live parce que il avait déjà été arrêté, pas arrêté, mais il avait déjà été, la police l'avait arrêté pour le questionner pendant une soirée au commissariat ou tout ça. Dès qu'il était sorti, il avait fait un live pour raconter ce qui s'était passé. Là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, là, il aurait très bien pu le lendemain, parce que là, ça fait quand même 3 jours qu'il a été relâché de prison. On peut dire qu'il y a un jour où il a passé pour récupérer ses affaires, un jour où il a pris l'avion. Donc là, il aurait très bien pu faire un live pour expliquer, pour rentabiliser. Mais j'ai comme une impression que pour l'instant, en tout cas, ça l'a marqué. Et de toute façon, même s'il l'avouera pas, y a son compère Gino qui a fait un live 2 semaines après être sorti de prison. Lui, il avait été libéré, il avait été en fait arrêté pour l'histoire du chantier. Donc au bout de 21 jours, il avait été libéré puisque lui, il n'était pas dans l'histoire du restaurant. Et son compère Gino avait fait un live. Ils étaient tout le temps ensemble à Osaka. La 2e fois qu'il était revenu au Japon. Gino, lui, c'est un résident, donc il est toujours au Japon. Il n'a pas été condamné, il n'y a pas eu de poursuite, mais il a quand même passé 21 jours en prison. Et il disait c'était l'enfer. Il te donne un onigiri par jour. Tu as le droit de sortir 1 heure par jour seulement de ta cellule. Les cellules sont toutes petites. Et surtout, il t'interroge n'importe quand, du jour ou de la nuit, tous les jours. Donc t'imagines, pendant quasiment 2 mois, être interrogé tous les jours, répété tous les jours. Et surtout, Gino disait que, en fait, la police, comme moi, je le pressentais, ils ont accumulé énormément de preuves sur Johnny Somali. Gino a dit qu'ils lui ont montré des tonnes et des heures et des heures et des heures de vidéos. Donc en fait, ils ont accumulé tout ça et ensuite ils se sont dit
qu'est-ce qu'on peut faire dans toutes ces vidéos pour l'inculper, pour le condamner, pour vraiment en faire un exemple. Et depuis d'ailleurs, il y a eu pas mal de youtubeurs japonais qui ont été arrêtés. Il y a eu 6-7 youtubeurs japonais, donc il fait pas bon d'être youtubeur Japon, enfin youtubeur IRL un peu justicier comme ça au Japon en ce moment. Mais ouais, donc je pense que Johnny Somaly, il a appris sa leçon, enfin j'espère, après on verra, l'avenir nous le dira. Peut-être que dans un mois, il recontinuera à faire des conneries en Thaïlande, les mêmes choses qu'il a fait au Japon et en Thaïlande par le passé. Mais quelque chose me dit que de toute façon, ça l'aura marqué et que il aura, en tout cas, ça lui aura fait quelque chose. Parce que on sort pas indemne de 3 mois et demi de prison. On se rend pas compte, c'est énorme quand même. 3 mois et demi de prison, c'est pas rien quand même. Donc c'est pour ça que je pense que il y en a beaucoup qui disent oui, la peine elle est légère. Oui, mais en même temps, pour l'affaire, pas pour son œuvre, pour l'affaire pour laquelle il a été jugé, c'est-à-dire jouer de la musique un peu fort dans un restaurant, et puis après il est sorti, donc pendant, allez, on va dire quelques, allez, 2-3 minutes, je crois, la vidéo elle est toujours visible sur internet. Il a passé 3 mois et demi en prison. C'est énorme. C'est énorme quand même. Donc, faut quand même relativiser les choses. Mais ouais, moi je suis pas d'accord. Pareil, quand on dit Johnny Somaly a lancé cette mode à cause de lui, beaucoup de streamers sont venus au Japon pour faire des conneries. Non. Déjà, c'est Logan Paul. Logan Paul qui lui était beaucoup plus influent que Johnny Somaly. Logan Paul qui avait des millions d'abonnés, qui a fait de la merde, qui a lancé des Pokéballs, qui a filmé des cadavres dans la forêt. C'est à cause de lui que derrière, il y a eu des Johnny Somaly, des Suspandas, des gens comme ça, et qui sont venus après foutre la merde au Japon. Et il y a eu des influenceurs beaucoup plus influents que Johnny Somaly qui ont fait ça au Japon. Donc ça non plus, je suis pas trop d'accord avec Johnny Somaly. Johnny Somaly, on lui donne beaucoup trop de crédit. Et je pense que... Alors, lui joue beaucoup la carte du racisme, et à tort. À chaque fois qu'il était arrêté, ah mais c'est parce que t'es raciste, vous êtes raciste, c'est de la discrimination. Non, c'est parce que tu fais de la merde, tu vois. C'est pas parce que t'es noir. Mais par contre, pourquoi il a été si médiatisé, Johnny Somaly, c'est parce qu'il est noir. Enfin, il est noir, il est de couleur, il est racisé. C'est pour ça, en fait, qu'il a été si médiatisé. Et c'est pour ça qu'il a été récupéré par l'extrême droite et qu'il a autant buzzé sur Twitter aussi. Que ce soit l'extrême droite japonaise, américaine ou française. Donc ça aussi, Johnny Somaly, c'est pas la cause de tous les youtubeurs nuisances au Japon. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des étrangers. Quand on parle des youtubeurs nuisances au Japon, les principaux, c'est des Japonais, qui se sont tous fait arrêter là récemment, après Johnny Somaly. Les Guts, les Koloaki, les Super Dominator, tous ces gens-là qui se sont fait arrêter là récemment, ou il y en a d'autres dont j'ai oublié les noms, mais il y a son lot aussi de c'est pas que les étrangers qui viennent de foutre le bordel au Japon, les Japonais aussi ont leur youtubeur nuisance. Et espérons que ça serve de leçon à des gens qui voudraient éventuellement faire des choses comme ça pour dire voilà, vous voulez faire de la merde au Japon comme ça? Regardez, Johnny Somaly, il a fait de la merde, 3 mois et demi en prison. Donc j'espère au moins que ça aura servi à ça. Par contre, une chose où là, oui, je suis d'accord, où Johnny Somaly, et pas que lui, tous les youtubeurs, que ce soit aussi les youtubeurs japonais, là où tu dis, Xeno, un jour tu vas te faire arrêter en nous montrant un sanctuaire caché dans Tokyo, malheureusement, à cause de tout ça là, à cause de tous ces gens, maintenant, il y a eu, Marty Japan en a parlé, et ce qu'on remarque aussi, moi ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant il y a de plus en plus de panneaux partout, live streaming interdit de filmer. Malheureusement, il y a de plus en plus d'événements qui interdisent maintenant le live streaming avec des panneaux. On a vu ça à l'expo Jujutsu Kaisen récemment. Moi, j'ai vu ça maintenant quand j'ai été faire ma vidéo au magasin de One Piece de Shibuya. Il y avait marqué live streaming interdit.
On a même parlé à cause de ces youtubeurs justiciers qui filment les arrestations d'agresseurs dans le métro, de chicanes dans le métro. Et, on a même parlé d'interdit de filmer dans le métro. Ça, malheureusement, ça, c'est directement à cause de Johnny Somali et de tous ces youtubeurs nuisances, ces youtubeurs qui ont fait de la merde au Japon, qui ont foutu le bordel au Japon. Voilà, ça par contre, à cause d'eux, nous aussi, quand on veut faire du contenu proprement, légalement, en demandant des autorisations, maintenant parfois on peut plus le faire parce que y a des panneaux interdiction de filmer, interdiction de live streamer. Et donc oui, pour finir, pour mes recos, donc Shin Godzilla, qui sort en France, alors en Belgique je sais pas, mais qui ressort en France là du 17 au 31 janvier, que je vous recommande vivement, Shin Godzilla. Shin Godzilla, qu'est-ce que je raconte? Je commence à être fatigué, il est minuit 25 au Japon, j'ai eu 3 mariages aujourd'hui, demain j'ai d'autres mariages, donc je commence à être fatigué. Non, Godzilla Minus One, je vous recommande d'aller le voir. Même si, je sais pas si vous avez vu ma critique, j'ai été quasiment un des seuls, dans ceux qui l'ont vu dans les 2 jours où il est sorti en France, à être un peu, alors pas mitigé, j'ai pas été mitigé, mais j'ai eu des points noirs, voilà. J'ai eu des points noirs, notamment l'acting de l'acteur principal, Ryonosuke Kamiki, que moi j'ai eu un peu de mal, il joue un peu... Mais ouais, en fait, là regardez, les notes. Plugin Papa, je sais pas si vous le connaissez, c'est Werner Herzog, maintenant son pseudo sur Twitter, qui fait le podcast Super Ciné Battle. Il a mis 9 9, c'est énorme. Là, pareil, un d'autres de mes éclaireurs, 9. Et j'ai l'impression que tout le monde a été dithyrambique sur Twitter. J'ai pas vu quelqu'un qui a dit « Ah ouais, le film... » Comme moi, en fait. Moi, alors, toutes les scènes avec Godzilla sont extraordinaires. Franchement... Les scènes avec Godzilla, ça m'a mis des frissons, c'est vraiment génial. Et rien que pour ça, faut aller voir le film. Mais les personnages secondaires qui sont stéréotypés, l'acting à la drama qui est surjoué, ça m'a un peu sorti du film. À un moment, il y a des trucs où j'ai rigolé, mais j'ai rigolé jaune. C'était pas nanar, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné en fait. Mais j'étais le seul qui a été un peu mitigé un peu sur le film. Voilà, moi j'ai mis 6, mais 9 c'est énorme. Et il y a Guillermo del Toro qui a dit c'est le meilleur film de cette année, de l'année 2023. Pour moi, j'ai préféré le Scorsese, qui est vraiment que j'ai adoré en 2023. Mais en tout cas, ouais, allez le voir. Si vous avez l'occasion, s'il est dans un cinéma à côté de chez vous, et allez le voir au ciné parce que ça vaut vraiment le coup. Toutes les scènes avec Godzilla sont vraiment géniales. À part Godzilla Minus One, il y a un autre film qui sort là, le 24 janvier, enfin, City Hunter, Angel Dust. Là, pour le coup, c'est plutôt l'inverse. J'ai été une des personnes qui a été le plus enthousiaste sur le film, puisque... alors je suis pas abonné à Sumimasen Turbo, je regarde, j'adore ce qu'ils font, je suis pas abonné au Patreon, mais apparemment ils ont fait un bonus sur City Hunter et ils ont tous détesté apparemment, mais vraiment détesté le film, que ce soit Kamui, Puyo ou Greg. J'ai été assez surpris parce que pour moi le film était vraiment meilleur, il y avait vraiment un step up par rapport à Private Eyes, comme je le dis dans ma vidéo critique. Mais par contre, c'est un film qui va diviser. C'est un film, je pense que si vous êtes nostalgique mais pas fan de City Hunter, je pense que le film ne vous plaira pas forcément. Parce que ce qu'il y avait dans Private Eyes, c'est ça jouait à fond 100% nostalgie. C'était le film nostalgique, on te balance les musiques de l'époque, on te balance tous les clins d'œil, les choses comme ça. Là, c'est moins le cas. Là, il y a 2 musiques originales, plus le générique, Get Wild. Les dessins sont vraiment pas mal, c'est pas mal, même s'il y a quelques plans en 3D, et encore, même la 3D, ça m'a pas si gêné que ça, mais vraiment, moi, j'ai été beaucoup plus enthousiaste sur ce film. Pour moi, c'est un des meilleurs films City Hunter. Après, quand je dis c'est un des meilleurs films City Hunter, je suis pas non plus fan de City Hunter l'animé. Pour moi, le manga, c'est vraiment là, et l'animé... c'est là. J'aime bien l'animé, je suis pas non plus fan de l'animé, donc
Quand je dis que c'est un des meilleurs films City Hunter, les films City Hunter, ça n'a jamais été ouf graphiquement. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup la nostalgie. Et du coup, ils regardent ça aujourd'hui, ils se disent ah mais c'est moche, c'est machin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient qui n'ont pas aimé le film et qui voient ça par le prisme de la nostalgie de Nicky Larson et de City Hunter. Non, c'est clair que le manga il est incomparable. Je l'ai relu en 2022 en intégralité. Un plaisir. Un plaisir. Je me suis remémoré quand je me lisais ça, le manga j'ai lu au lycée, pendant les pauses au lycée. Génial. Quand j'éclatais de rire, quand on se passait les mangas entre potes. Non, c'est génial. City Hunter, ça n'a pas vieilli. Franchement, c'est génial. Et donc, bah, allez le voir. Si vous aimez City Hunter, allez le voir. Il sort le 24 janvier. C'est deux choses je vous recommande. Ce que j'ai vu pendant que j'étais en France, j'en ai profité avec ma femme. J'ai vu deux choses. J'ai vu la série Sanctuary, qui est vraiment, que j'ai trouvé excellente. La série sur le sumo, sur Netflix, que je vous recommande aussi fortement. C'est passionnant. On suit plusieurs personnages. Alors, la journaliste, je le trouve le personnage un peu faux, un peu facile, même si je comprends, hein, j'aime bien son arc, mais j'ai un peu de mal avec le personnage de la journaliste. Mais sinon, vraiment, hein, le personnage principal, il y a beaucoup de passages très touchants, notamment le dernier épisode, qui est vraiment très touchant. L'arc du héros est vraiment bien, on n'échappe pas à la corruption, c'est pas le glamour du sumo. Donc Sanctuary, super. Allez-y. J'ai mis du temps à le voir, mais j'ai vu ça d'un trait avec ma femme. Même ma femme qui disait ah, c'est quand qu'on voit la suite du personnage de Sumo. Si je l'arrêtais pas, on n'allait pas se coucher, on allait voir ça, on allait binger ça toute la nuit, quoi. Et j'ai vu un animé que j'ai adoré qui s'appelle Frieren. C'est génial. C'est pas encore fini, l'épisode 17 vient de paraître là. Donc j'ai pris un abonnement pendant que j'étais en France à Crunchyroll avec la période d'essai, comme ça ça couvrait ma période pendant que j'étais en France et comme ça on a pu se regarder cet animé. Et pareil, j'adore. Frieren, c'est vraiment chill. C'est une elfe qui a vécu super longtemps et qui a battu le roi des démons avec une équipe, avec un héros légendaire, mais un humain, hein, un nain et un prêtre. Et en fait, elle s'est rendue compte, après cette aventure, en revisitant, parce qu'elle, elle vit déjà depuis des millénaires, donc elle a une espérance de vie de milliers et de milliers d'années. Et donc, pour elle, la vie d'un humain de 80 ans, 70 ans, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, c'est par rapport à sa vie, c'est comme nous, un an. Voilà, un an de notre vie, même pas. Donc c'est quelque chose qui passe très vite. Et en fait, elle se rend compte que ses interactions, son aventure qu'elle a passée de quelques années avec ces humains et ce nain, bah, en fait, l'a beaucoup plus touchée et l'a beaucoup plus changé qu'elle l'espérait. Et du coup, elle repart à l'aventure une deuxième fois, mais cette fois-ci avec d'autres personnes pour décider un peu de comprendre les humains. C'est super intéressant, je trouve, et c'est super chill. L'action est sympa aussi. Donc vraiment Frieren, alors j'apprendrai rien, c'est pas une série, petite série inconnue que j'ai découvert, non, c'est une série qui cartonne en ce moment. Donc Frieren, je vous recommande vraiment très fortement. J'ai vu aussi deux autres séries que j'ai pas trop appréciées, qui est Dr. Stone. Dr. Stone qui est très intéressant sur son plot, sa base de départ, mais qui après, je me suis fait chier. Tout simplement, j'ai vu la première saison, j'ai arrêté. Et la deuxième, c'est une série qui est sur Netflix, c'est Zombie 100, qui a eu le droit aussi à son film live sur Netflix. Et c'est pareil, j'ai vu les derniers épisodes là récemment. Bon, je me suis... pareil, le début était vachement intéressant, les deux premiers épisodes. Le premier épisode était vachement bien, le pilote.
et au final, je me suis fait un peu chier, quoi. Donc voilà pour mes recos. Donc voilà, on va terminer ici sur ce live parce qu'il est déjà minuit 41 au Japon. Et je vous souhaite encore une fois une bonne année et puis une bonne soirée. Allez, salut!